claquer la porte, c'est l'expression de RFI. Mais j'ai suspendu ma participation et je l'ai fait à la fin de la première séance plénière. Parce que j'estimais que je suis venu pour un dialogue et j'ai plutôt trouvé un spectacle où j'étais spectateur. Et je n'ai pas l'habitude de participer dans les travaux sans participer vraiment. Donc j'ai estimé que mon absence ou ma présence n'avait aucun effet, donc j'ai décidé de partir. Écoutez, à mon avis, j'ai suivi les discussions, j'ai suivi la procédure qui était mise en place pour avancer et je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que le président a demandé. Il a demandé de résoudre des problèmes au problème du nord-ouest et du sud-ouest. Le premier de ces problèmes, c'est quoi? C'est qu'il y a une guerre. Et s'il y a une guerre, quelles sont les racines? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cela? Est-ce que les conditions sont réunies pour que ça se passe? Est-ce qu'au sortir de ces assises, on peut déjà amorcer certaines solutions? Donc, à mon avis, il faudrait qu'il y ait une participation pleine de ceux qui étaient là. Il faudrait que ceux qui prennent parole sont des gens qui savent vraiment de quoi il s'agit. Mais ceux qui ont pris la parole étaient déjà connus d'avance parce qu'on lisait sur une liste. Il n'y avait pas possibilité, quelqu'un dans la salle, ni de prendre la parole, ni de poser une question aux personnes qui venaient de parler. Donc c'était une pièce de théâtre avec des spectateurs et des acteurs et qui n'avaient rien, à mon avis, à voir avec le fond du problème. On dit que c'est le problème du nord-ouest et du sud-ouest, exact. Mais qui parle du nord-ouest et du sud aujourd'hui? Première chose, c'est quoi? La forme de l'État. C'est la première chose, tout le monde parle de ça. Pourquoi elle parle de la forme de l'État? Parce que nous avions en 1961 deux territoires qui se sont mis ensemble sur une base importante. Une nation, deux systèmes. On est aujourd'hui un État unitaire, d'ailleurs un État qui porte le nom d'une de ces territoires. Alors, comment fait-on pour repartir à ce système, cette fondation d'un État, deux systèmes? Comment fait-on pour repartir là? C'est ça la question. Et la décentralisation ne s'adresse pas à cela. Ça s'adresse à autre chose, c'est un problème de gouvernance. Comment rapprocher les gouvernants de gouverner pour qu'il y ait plus de transparence? Comment est-ce que le peuple doit avoir leur mot à dire? Mais quand vous parlez du système judiciaire, de la langue, de la culture, des habitudes, par exemple, moi je suis avocat. Il y avait déjà le Southern Cameroon Bar Association et le West Cameroon Bar Association au barreau. Tandis que mes confrères du Cameroun oriental de l'époque ont connu un barreau en 1973. Le bâtonnier était le ministre de la Justice, donc on a des habitudes. Les magistrats anglophones, eux tous étaient des avocats avant d'être magistrats. Donc il y a des problèmes systémiques. Vous avez entendu vous-même qu'on a traduit la loi OHADA après 20 ans. Les gars appliquaient quoi avant? Même en disant, malheureusement, utilisant le mot traduction, ça m'a désolé, parce que qui dit traduction dit langue primaire et langue secondaire. C'est ce que nous évitons. Donc la Constitution dit que publier en français, oui, en français et en anglais. On ne dit pas traduire d'une langue dans une autre langue. Donc je pense qu'il y a toutes ces contradictions-là, à mon avis, qui peuvent seulement gérer dans un État où on protège les deux systèmes. Et ce n'est pas le cas. Et c'est le débat qui devait avoir lieu dans une commission consacrée à cela. Une autre commission devait être une commission sur l'amnistie. Des prisonniers qui sont détenus après les troupes dans nord-ouest et du sud-ouest. Ceux qui sont détenus après les élections. Ceux qui sont détenus supposément pour les crimes économiques. Parce qu'entre eux, il y en a qui disent qu'ils sont des victimes de la politique.
Maraf a été déjà déclaré par des instances internationales comme étant un prisonnier politique. Je pense que le ministre d'État Atamebara aussi. Donc il y a tout ça à gérer comme passif. Il n'y avait pas une commission là-dessus. On a des commissions qui traitent des symptômes. Et ça a toujours été l'habitude d'autres pays de rester dans le déni. Il y a 2016, quand ça a commencé, on nous a dit qu'il n'y a pas de problème anglophone. Quand déjà en 1985, l'ambassadeur du Cameroun, d'ailleurs, il est ici encore, Yvon Omnes, avait envoyé un courrier à son ministre des Affaires étrangères en 1985, objet, le problème anglophone. Donc je ne pense pas que ce qui nous tue au Cameroun, c'est cette habitude de refuser de s'examiner, autocritique, la contradiction. Et on le fait partout. Exemple simple, tout le monde est d'accord à dire qu'on n'était pas à mesure d'organiser la CAN. Mais on disait toujours que non, on va le faire, ça va être fait, ça a raté. C'est toujours tous les délits. Il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé la lutte contre la corruption, en créant Transparence International, on m'a accusé, je ne suis pas patriotique, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? On est avec même un tribunal pénal qui ne juge que ça. On a la CONAC. Si on avait commencé en l'an 2000, quand on nous a déclaré les plus corrompus du monde, on n'en serait pas là. Mais encore là, je ne sais pas si la lutte contre la corruption est utilisée à ce fait. Parce que si vous êtes du RDPC et si vous êtes à l'État, avec l'État, votre voix c'est corruption et Kondengui. Si vous êtes opposant, votre voix c'est tribunal militaire et puis terroriste. C'est le problème que nous avons. C'est-à-dire que le fait de toujours rester dans le déni, et ce déni, ça nous a conduit là où nous sommes. Et même pour trouver une solution, on prend une voie qui nous conforte dans notre déni. Je pense qu'il va y avoir une discussion. Quelles sont les conditions qui nous permettent de démarrer le dialogue? Il y avait une discussion sur ça. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Comment on peut permettre les gens qui sont en train de financer ceux qui sont en bourse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que si on déplace ce débat dans un autre pays, est-ce que ça va aider? Pour désarmer, est-ce qu'il faut une force tampon avec d'autres personnes qui vont recueillir les armes? Est-ce que c'est possible de demander aux soldats de prendre, à ces gars-là de donner des armes aux soldats avec qui ils combattaient hier? Certains soldats peuvent reconnaître quelqu'un qui a tué son collègue. Est-ce que c'est pour lui de demander de prendre des armes et serrer la main? C'est un peu compliqué. Je pense qu'on ne peut pas tout réinventer ici. Ça s'est passé partout. Sierra Leone, Soudan. Les gens ont fait ça. Ils savent ce qu'il faut faire. Allons là-bas, demandons-leur, aidez-nous à le faire. Et si on improvise, on improvise. Et puis c'est triste. Ils ont compris, mais ils ont demandé, par progression, hein, à 64, quand Fonlon fait son courrier, il demande la justice et l'équité pour tout le monde. On crée le Cameroun Action Movement dans les années 70. Ils disent que nous devons repartir à la fédération. Parce que ça ne va pas. Dans les années 90, maintenant, on a l'All Anglophone Conference. Mais avant cela, les anglophones ont dit, ah, peut-être la solution à ce problème, c'est une vraie démocratie dans le parti de Froundi. Je pense que l'État n'a pas encore vraiment, historiquement, pris en compte la vraie signification du combat de Froundi. Selon leurs résultats, il aurait eu environ 40% de voix. Pour quelqu'un qui représente un côté du Cameroun qui n'est que 20%. Ça veut dire qu'en 92, les Camerounais avaient déjà transcendé l'histoire de anglophone-francophone. Parce qu'ils ont voté pour un gars qui était unilingue, pour qu'il soit président de la République. On était déjà très loin avec ça. Ça veut dire que si Froundi devenait président, on avait traversé une étape incroyable. Mais non, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il n'est pas devenu président. Et les anglophones se sont dit, vous savez, en fait, dans ce pays, un anglophone ne sera jamais président. Donc, en 1993,
commence donc le All Anglophone Conference. Un an après, qui est convoqué à Buea. Et il demande quoi? Le retour au système fédéral. C'est logique. Hein? Ils disent que nous voulons ça, il faut qu'il y ait une coalition fédérale. 94, il fait All Anglophone Conference numéro 2 à Bamenda. Il dit écoutez, si on n'a pas un système fédéral, dans un an, on passe à restaurer notre indépendance. Entre-temps, entre 93 et 1994, il y a la fameuse déclaration de Mouna et Foncha, où il demandait le retour au système fédéral. En 1996, sort donc la nouvelle constitution, qui parle maintenant des régions autonomes. Je sais que à Dr Foncha, mon père, on a dit écoutez, ça va être pareil comme le fédéralisme, l'autonomie. Bon, après la mort des deux, en 2004, on nous sort dans la bombe. Cette loi qui va maintenant subjuguer les présidents des régions aux gouverneurs, qui détruit tout le processus d'autonomie, et même le désir d'avoir le citoyen comme proche de celui qui le gouverne. En 2009, il y a des anglophones qui saisissent la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils énumèrent tout ce qu'ils appellent marginalisation et en fin de compte, ils demandent comme solution la sécession. Cette instance dit non, sécession, rien à faire, vous ne pouvez pas avoir ça. Mais on est d'accord que c'est quand même injuste ce qu'on vous fait. Et on donne à l'État 180 jours pour rectifier cela. On est en 2009. Vous savez, c'est lui qui présentait le dossier de l'État? Le ministre John Gouté. C'est lui l'avocat de l'État. On rend donc ce verdict où on indique à l'État ce qu'il faut faire. On est toujours dans le déni et rien ne s'est passé. Ça arrive maintenant en 2016 où on voit maintenant la manifestation de ce mécontentement. Qu'on a traité aujourd'hui de démarche corporatiste. Quand même, il faut être honnête. Ce n'est pas parce qu'un homme a la nausée qu'il est enceinte. Donc, finalement, qu'est-ce que vous avez? On a ça en 2016. On dit, oh, il n'y a pas de problème anglophone. Oh, ils ne sont pas marginalisés. Nous voilà aujourd'hui avec un dialogue où on dépense des milliards et des milliards pour comprendre ce qui se passe au nord, au nord-est et au sud-ouest. On a dit que bon, il y a eu des premiers ministres anglophones qui n'ont rien fait. Ça, c'est très amusant. Et je voulais voir venir sur les 8 commissions. 6 commissions ont comme président des anglophones. Des anglophones. Vous êtes surpris. 6 commissions ont des anglophones. Président de tout ça, c'est un anglophone. Chef du secrétariat technique permanent, un anglophone. Donc quand ça va sortir demain les résolutions, on va dire, vous voyez, les gars avaient tous les chefs de commission, ils avaient tous les pouvoirs. Les rapports, c'est ce qu'ils ont donné. Pourquoi ils n'ont pas dit ça là-bas? Ah bien sûr, biaisé à la fin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, vraiment, c'est très compliqué pour moi. Je n'étais que participant. Que je sois là ou que je ne sois pas là, ça ne change rien. Je me suis dit que c'était mieux que je suspende ma participation. Vous voyez, qu'est-ce qui est dans un nom? Il est Premier ministre. Est-ce que vous pouvez donner une politique, depuis qu'on nomme des premiers ministres, qui a été impulsée par un Premier ministre? Une décision, il ne nomme même pas son gouvernement. Il a un secrétaire général qui est francophone. En haut, à la présidence, il a un secrétaire général. Le Premier ministre décide de quoi là? Il peut être nommé vendredi, enlevé lundi. Il est sur une chaise éjectable. Il lui donne instruction, même quand il fait des choses, il est sur haute instruction du président de la République. Est-ce que vous avez vu un Premier ministre camerounais qui se lève? Tiens, Moussongé a tenté. Il a tenté de mener une politique de lutte contre la corruption de lui-même, conçue par lui. Il a mis certaines banderoles, on a demandé de les enlever. Donc, le Premier ministre, certes, mais sur quelle base? Ce n'est pas sur une base parlementaire,
Il est nommé, il n'a aucun mandat populaire. Donc, on vous dira demain que bon, tous les 6 commissions, c'était les anglophones qui étaient à la tête. Mais qui sont les membres dans ces commissions? Qui gèrent? Il y a des gens qui s'appellent la personne ressource. Certaines personnes qui étaient même à l'origine du problème que nous avons aujourd'hui. Eux tous, 3/4 de même parti politique. C'est une politique complètement incestueuse, mon ami. C'est pas possible. Et on ne sent pas la volonté. Chaque fois qu'ils font, on ne sent pas la volonté d'aller jusqu'au bout. Je vais vous donner 2 exemples rapidement. Vous savez, en 1991, on a fait la loi d'amnistie qui devait donc pardonner les anciens putschistes. Un magistrat qui s'appelle Abdoulaye Mazou a amené dans notre cabinet, mon frère Bernard et moi-même, un projet de cette loi. Je ne sais pas comment il l'a trouvé. Il dit, regardez, ce n'est pas une loi d'amnistie. Ceci écrivent là, bon, dans l'application, ça ne peut pas marcher. On a pris ce texte, Bernard et moi, on a réécrit un autre. On a envoyé parcourir à la présidence. M. Ayatou, qui était secrétaire, a remis ça au président. Et c'est le texte que nous avons rédigé qui a été adopté. Et la présidence nous a écrit pour nous féliciter pour notre patriotisme. Voilà ce que nous avons fait. Mais hélas, même avec ce texte, cette application, les gars ont été spoliés de leurs biens. Il y en a beaucoup qui n'ont pas récupéré leurs biens. Leurs carrières n'ont pas été reconstituées. Beaucoup qui avaient de l'argent dans les banques, c'était parti. Cet argent devait se trouver à la curatelle, c'est parti. Il n'y avait absolument rien. Lui-même, le magistrat Mazou, qui était au 2e grade, on n'a pas reconstruit sa carrière. Tout ce qu'on a fait, on a donné une prorogation, je crois, de 4 ou 5 ans. Mais ils n'ont rien eu, sauf le fait qu'ils sont partis de la prison. Même chose. C'est-à-dire que la volonté ne se sent pas. Prenons le magistrat. On dit qu'on va mettre des magistrats de common law. Donc le texte sur la magistrature dit que après 10 ans, on peut nommer un avocat magistrat. Certains enseignants peuvent les nommer magistrat. Et dans le système common law, on est avocat, inscrit au barreau, avant de devenir magistrat. Mais ce n'est pas ça dans le système francophone. Mais nous avons accepté cela. Donc si vous avez maintenant un problème où il y a une pénurie d'avocats, de magistrats common law, qu'est-ce que vous faites? Vous courez directement chez les avocats ou les enseignants, ceux qui ont 10 ans de plus, vous faites une évaluation, vous le prenez comme magistrat, avec une chance. Parce que vous avez au moins leur passé professionnel. Et ce gars-là, est-ce qu'il peut être magistrat? Est-ce qu'il est corrompu? Quel est son comportement? Vous avez son passé professionnel. Et vous pouvez aussi évaluer son niveau intellectuel. Et on avait des magistrats common law en 4 mois. Mais non, on a fait un concours. Maintenant, tout le monde parle de tricherie dans le concours. On dit que ce n'est pas seulement les anglophones, il y a ceci, il y a cela. Toutes sortes de bavardages sur les résultats. Et ça va prendre 4 ans pour que ces gens-là soient opérationnels. On les a eu en 4 mois. Donc si la volonté que j'avais, c'était une volonté d'avoir touché des magistrats anglophones, je les ai eu en 4 mois. Donc, toujours une démarche qui tourne. Et quand vous dites traduction des textes OHADA, moi je me serais tué. Parce que si vous êtes en train d'admettre que ça a pris 20 ans pour qu'une partie des citoyens ait accès à des textes qui doivent régir le comportement de tous les jours. Et non seulement ça, vous dites qu'on a fait la traduction. Mon cher ami, quand vous dites traduction, vous dites langue primaire et langue secondaire. Ça part d'une langue primaire vers une langue secondaire. Ça veut dire quoi? Vous admettez vous-même qu'il y a une langue primaire, une langue secondaire. Tout ça, vraiment, ça montre que on nous force vers un seul système. Et l'État a la chance qu'il y a encore des gens qui ont l'argument du contexte comme moi. Je suis un enfant qui avait déjà 8-9 ans avec la réunification. Donc je pense, c'est la proximité familiale a beaucoup aidé, mais il y a quelques gens comme nous qui savent ce que c'est. Mais ceux qui viennent après, ils n'ont rien à cirer. Ils ne savent pas ce que c'est la République fédérale.
Ils n'ont rien à cirer. Ils savent qu'ils sont dans un pays où ils sont anglophones, ils sont maltraités, ils vont aller ailleurs. Je pense que ça sort d'une malaise qui est de longue durée. L'avocat n'a pas sa place dans notre système judiciaire. L'avocat est un auxiliaire de justice. L'avocat est au service de la justice. Quand je plaide dans une élection anglophone, quand j'ai fini de plaider, je demande au président, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour aider la justice? C'est ça ma conclusion. Je suis là pour aider la justice. Tout ce qu'on a fait, c'est adopter ce système anglais où on a ramené, n'est-ce pas, les magistrats du parquet au même niveau que les avocats. Ça continue en appel, mais à la Cour suprême, ça n'a pas changé. Donc, un avocat anglophone qui s'est fait bien tabasser par les gendarmes. Donc, un avocat n'a pas de son importance. Partez au Nigeria. Dès que je sors le badge que je suis avocat, personne ne vous dérange. Parce qu'on estime qu'on doit vous donner un minimum de crédit, de crédibilité. Mais ici, ce n'est pas ça. Les gens même se plaisent. Quand il y avait des émeutes là, où on a tabassé les avocats, retiré leur robe et tout ça, les gens même se plaisent à dire qu'avocat c'est quoi. Donc c'est cela. Et l'importance de l'avocat n'est pas pour lui-même. C'est à cause de la protection qu'il donne aux personnes qui sont faibles. Quand je suis là avec mon client, c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse en présence de son avocat. Parce que la présomption est que si son avocat est là, ça ne peut pas se passer. C'est ça notre rôle. Mais si on ne nous donne pas ce rôle, nous-mêmes on est enfermés, sans qu'on ne dise au bâtonnier. Moi-même j'ai été interpellé et amené au CED parce que j'ai écrit un article sur le Cameroun est un indivisible qu'est le Cameroun. Et c'est pour ça, pour mon opinion, j'ai été accusé d'être terroriste et tout ce qui va avec. Et quand on dit ça indivisible, moi ça me fait rire. Le Cameroun est indivisible, ce n'est pas une question de géographie. C'est une question de fraternité, d'humanité et de solidarité. L'Afghanistan est indivisible. La Syrie est indivisible. Est-ce qu'ils sont ensemble? Ils ne sont pas ensemble. C'est ça. L'indivisibilité, ce n'est pas le territoire, ce n'est pas la géographie. C'est vous et moi. Et ça, les Camerounais savent le faire. Les 650 personnes qui fuient là, est-ce qu'ils vont à Katmandou? Mais ils vont du côté francophone. Parce qu'on n'a pas de problème. Mais il faut que ces politiciens-là viennent toujours dedans, nous diviser, tu vois, chercher à voir. Bon, dans les 6 commissions qu'on a créées, 4 de ces présidents de commission sont du sud-ouest, 2 sont du nord-ouest. Quelqu'un va dire, un gars dit, vous voyez, bon voilà, maintenant, le premier ministre du sud-ouest, il en a nommé 4 du sud-ouest, et il n'y a que 2 du nord. Tous ces genres de choses-là, ça avance où? Et on commence à être spécialisé dans la division. Cette histoire des Bamileke, des Boulou et tout ça. On n'a jamais eu ça. Moi, j'étais au lycée bilingue. Je ne connaissais même pas l'ethnie des gars qui étaient dans ma chambre. Ce n'était pas important. Mais on nous remonte ça parce qu'il faut que les gens créent leur fief. Il faut qu'ils ressortent des différences. Ce sont les faibles. C'est ça, hein, l'histoire des faibles. Il faut toujours qu'ils créent un territoire là, pour leur donner la force, la fierté.